Originalité de la vie, vendredi 1er avril 2011, organisé en partenariat avec l'École normale supérieure, la Fondation pour la science, l'AIM, le Centre Cavaillès, le CIRFLES, le CEA et Innovaxion. Une intervention maintenant un peu différente des précédentes, on va dire un peu moins scientifique, un peu plus culturelle, mais qui va aussi poser la question des représentations de la vie, alors et particulièrement de la vie évoluée, dans les œuvres de fiction et particulièrement de science-fiction, parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis un certain temps, la science-fiction, les rapports entre science et science-fiction, plus que la vie, particulièrement dans la science-fiction. Alors c'est souvent de la vie évoluée qu'on représente, là on voit une version d'un gentil, alors est-ce que ça marche déjà plus? Oui, un gentil, qui ressemble quand même beaucoup à un humain, l'air de rien, puisqu'il a une tête, des yeux, deux bras, une jambe, il est vraiment humanoïde, il a quand même pas le même nombre de doigts. Il a des grands yeux, ça le rend sympathique. En général, les intérêts gentils ont des grands yeux, et vous verrez que les méchants, ils ont des petits yeux méchants. Et donc, du coup, il y a évidemment, dans ces représentations-là, il y a clairement la volonté de faire un être manifestement différent. D'abord, un être évolué, parce que la vie, ça commence déjà au niveau de la bactérie, donc peut-être même des virus, nous diraient certains. En tout cas, là, c'est déjà des êtres évolués, bien plus complexes qu'on espère détecter. Les traces de vie qu'on espère détecter un jour, peut-être dans, je ne sais pas, 15 ou 20 ans, je ne sais pas. En tout cas, si on en détecte, on détectera probablement d'abord des traces de vie microscopiques, si tant est qu'elle existe, et peut-être pas tout de suite ce genre de vie plus évoluée. Et c'est souvent, évidemment, de la vie humanoïde. Bon, il y a une raison simple à ça, soit c'est un acteur qui est dans un costume en latex et c'est quand même plus pratique pour lui, peut-être dans un machin avec des bras, des jambes et une tête plutôt qu'un truc sphérique qui roule. Et deuxièmement, c'est plus facile de voir si cet être-là, là il est gentil en général, donc ça va bien, et c'est plus facile de voir s'il est content ou pas content, avec un faciès un peu différent, évidemment, d'un visage différent de nous, mais néanmoins, il y a des expressions faciales qui nous permettent de savoir s'il est content ou pas content. Si l'extraterrestre, c'est encore une fois une boule de poils qui roule par terre, c'est pas facile de savoir si elle est contente ou pas contente, quoi. Donc évidemment, pour que le spectateur, comme ces films, je vais pas mal parler de films, de dessins, d'images, de choses qui vont être représentées, j'évoquerai des extraterrestres curieux, mais qui sont dans la littérature de science-fiction, donc là, pas de dessin, et vous verrez probablement difficile à représenter. C'est quand même pratique d'avoir quelque chose qui nous ressemble peu ou prou, qui a l'air exotique, qui a l'air extraterrestre, enfin pas tout à fait terrestre, mais qui en même temps on peut comprendre ce qui se passe, parce que sinon le film évidemment devient d'un seul coup beaucoup moins intéressant. Alors il y a les gentils, ça vous voyez, ils ont des grands yeux, bleus évidemment, bon, ils sont pas blonds en plus, mais enfin s'il y avait des cheveux ils seraient blonds. Et il y a aussi les méchants, alors il y a deux modèles de méchants. Il y a les méchants qui sont en fait, alors ça c'est un être dit mutant dans l'œuvre, c'est les survivants de l'infini, c'est un film de 55. Là, c'est un terrestre en train de se faire agresser par un méchant. Ce méchant, en fait, c'est un serviteur qui est un mutant fabriqué par des extraterrestres humanoïdes, même, disons, c'est des humains, ils n'ont même pas besoin d'être grimés, ils n'ont même pas les oreilles pointues ou quoi, et qui ont été, disons, conçus comme pour faire des serviteurs. Et là, il y a le thème aussi qui apparaît, c'est le thème du mutant. Alors, un film en 55, pour ceux qui savent un peu de physique nucléaire et qui comprennent vaguement qu'est-ce que c'est un atome derrière, vous voyez qu'il y a une œuvre d'art extraterrestre qui ressemble étonnamment à un noyau d'atomes lumineux avec des orbites électroniques comme les orbites de Bohr, même elles ont toutes le même rayon, c'est un peu curieux, mais enfin bon. Disons qu'il y a quelque chose à voir avec l'atome manifestement là-dedans, on est en 55, bon ça c'est logique, les problèmes, et maintenant se reposent encore dans l'actualité récente, de tout ce qui sort des rayonnements des cœurs de la matière, des noyaux de la matière, pouvait induire des choses, des mutations. Et d'ailleurs, vous voyez que la science-fiction a nommé mutant ce genre d'être. Il y en a toute une collection que je ne vous montrerai pas, mais il y en a des quantités. Au mépris de ce qu'un biologiste appelle un mutant, qui est un être, qui est éventuellement une cellule, qui a subi une mutation génétique. Et maintenant, n'importe qui dans cette salle, à qui je dis, y compris, je pense, les biologistes de la salle, si je dis un mutant, il est probable qu'ils aient... Les biologistes, peut-être pas, ils auront peut-être une fraction de seconde, ils auront ça en tête, et après, ils vont retomber dans la vraie définition. Mais la plupart des autres, moi y compris, quand on vous dit un mutant, vous pensez à un machin comme ça, et pas du tout. Et donc là, la science-fiction forge nos représentations scientifiques du monde, enfin scientifiques entre guillemets, en tout cas, elle forge ça, donc d'une certaine façon, l'utiliser, ou l'analyser, ou la comprendre, ça permet, in fine, de comprendre notre monde, notre Terre, et la façon dont on pense les choses. Donc c'est ça l'intérêt aussi de cet aller-retour finalement entre science et fiction. Alors il y a un autre modèle de méchant, Alien. Alors lui il est intéressant parce que, vous voyez, les molécules chirales, lui il ne connaît pas, parce qu'il a une main qui est parfaitement symétrique, il n'a pas une main droite et une main gauche, il a 6 doigts et 2 pouces. Donc ça a une main assez intéressante. Il a un crâne particulièrement intéressant aussi, on peut se demander l'intérêt d'avoir un crâne comme ça, il est caréné, manifestement avec 2 tuyères à l'arrière et 6 paires de côtes. Il a une queue.
voyez, là, je commence à faire des choses. Moi, je ne suis pas biologiste, mais je peux quand même, en regardant cet être, faire des remarques et me dire, mais qu'est-ce qui peut. Est-ce que je peux identifier des fonctions à ce que je vois? Est-ce que je peux comprendre l'être que je regarde? Il est humanoïde, encore une fois, lui. Donc, et lui, on comprend qu'il est méchant. Enfin, il y a des détails qui font comprendre. Il a des petits yeux méchants. Vous voyez, les petits yeux, on les voit pas. Il n'a pas d'yeux. Enfin, on les voit pas explicitement. Les yeux, les oreilles, il y a des choses qu'on voit pas explicitement sur Alien. On voit très bien les dents, même la double. Il y a un système qui sort avec d'autres dents au bout, pour dire que vraiment c'est un méchant. Et puis il y a ça, là c'est du carénage. On verra qu'il y a des extraterrestres carénés, ça fait assez chic. Il y en a un autre tout à l'heure, je vais vous montrer, qui est sympathique. Il a une queue avec une pointe désagréable, qui est pointée en avant pour attaquer celui qui est à l'avant, pas pour relater ceux qui sont derrière, et qui ne lui sert pas non plus pour l'équilibre. Il y a des queues qui servent pour équilibrer simplement le corps de l'être, hein, qui a un machin qui pend derrière, c'est pratique parce que quand il se penche en avant, il a un contrepoids à l'arrière, ça peut être pratique. Ça peut être une queue préhensile. Bon, il y a des animaux arboricoles qui ont des queues préhensiles qui s'accrochent, une sorte de cinquième bras, de cinquième membre, qui permet de les accrocher. Là, c'est une queue qui est entièrement squelettique. On dirait des os, enfin, je ne sais pas si c'est des os, mais enfin, comme s'il n'y avait rien, donc on se demande où sont les muscles et les tendons pour faire ça. Et on peut se demander aussi comment ça pousse. Alors, comment ça pousse? J'ai posé la question à un copain, il m'a dit, ah bah, un truc qui serait complètement dur et qui pousse, c'est possible, qui croît, c'est possible. Il n'y a qu'à regarder le bois des cerfs. C'est d'abord très richement innervé par une espèce de velours qui disparaît, qui sèche, qui tombe, et à la fin, il ne reste plus que le bois dur. Donc, le truc a poussé. Et après, il y a plus qui a permis de faire pousser. Donc quand on voit un être comme ça, voilà, on peut se poser des questions sans on peut se poser des questions. Le cerveau me l'air un peu mal protégé ici, mais là, beaucoup mieux protégé et un peu bizarre. Mais enfin, en tout cas, un être comme ça, on peut se poser des questions et se demander, est-ce que je peux comprendre comment il va fonctionner? Est-ce que je peux l'analyser et comprendre comment il va fonctionner? Ce qui, moi, me paraît intéressant. Alors, les biologistes auraient certainement encore bien d'autres choses à dire sur Alien et sur tous ces êtres, et qui permet aussi de se demander, finalement, est-ce qu'on peut imaginer, c'est probablement pas très facile, probablement même très difficile, un processus évolutif qui aboutirait à un être comme celui-là. Donc, est-ce qu'un être comme ça peut être le résultat d'une évolution, et de quelles contraintes évolutives il pourrait résulter? Il faut savoir aussi que le sang de Alien, c'est un truc un peu bizarre, puisque c'est extrêmement corrosif. Donc c'est un acide puissant qui perce des aciers de vaisseaux spatiaux, enfin d'acier ou métal de vaisseaux spatiaux qu'on peut imaginer assez dur. Alors on peut se poser la question, Chimie, est-ce que c'est possible d'avoir un être dont les vaisseaux sanguins, souples, un peu comme les nôtres, disons, peut-être pas de la même matière, mais enfin comme les nôtres, tiennent un acide qui perce de l'acier? Alors la réponse que j'ai trouvée à ça, donc là essayer de trouver une cohérence à ça, c'est ce sang, c'est au contact, mettons, de l'air, de l'oxygène, c'est un mélange binaire. Il est normal, il est sympathique dans le vaisseau sanguin d'Alien, mais au contact de l'oxygène, il fait quelque chose, il y a une réaction qui se produit qui le rend extrêmement corrosif. Voilà une possibilité que je laisse à votre appréciation. Les ET de l'imaginaire, les extraterrestres imaginaires, il y en a eu plein. Là, vous voyez, au 19e siècle, il y en a plein. Alors, on voit ici 2 sélénites, on voit ici un saturnien, un martien, enfin, dans son tripode. Ici, un homme chauve-souris sélénite, encore, donc de la Lune, des êtres de la Lune. Vous voyez que maintenant, les extraterrestres de la science-fiction moderne, ils ne sont plus dans la Lune, ils ne sont même plus sur Mars, parce que tout ça, on sait que c'est à peu près mort. Et donc, il n'y a pas grand-chose à discuter. Maintenant, la science-fiction met ça dans les endroits qu'on n'a pas visités. Et il y a même, vous voyez, au XVIIIe siècle, il y avait des intraterrestres, puisqu'il y avait des gens qui pensaient que la Terre était creuse, il y a des théories de Terre creuse, avec des endroits, des trous par lesquels on pourrait rentrer, arriver dans l'intérieur de la Terre, et puis voir des créatures, évidemment, étonnantes, et particulièrement curieuse. Toujours un peu humanoïde quand même, déformé, c'est toujours des humains un peu curieux, vous voyez là le nez particulièrement intéressant. Donc, ces représentations, elles ne datent pas d'aujourd'hui, en dessin, je ne parle même pas en littérature, en dessin. Après, il y a eu les pulps, l'époque des pulps, alors là on voit des êtres, celui est intéressant, c'est censé être un martien, donc avec des grandes oreilles. La justification, c'est expliqué, il y a le texte qui est là, il explique pourquoi le martien est comme ça. Il a des grandes oreilles parce que l'atmosphère de Mars est très ténue, et donc le son ne s'y propage pas très bien, c'est presque vide, on va dire 160 fois moins la pression atmosphérique que la pression terrestre. Et donc c'est bien d'avoir des grandes oreilles, des grands pieds, parce que la gravité est faible, donc c'est pour avoir des ventouses, une bonne assise au sol, qui discutent avec un terrien. Il y a souvent évidemment un certain nombre de jeunes filles. Là, les êtres pieuvres, un peu curieux, des terrestres, vous voyez, il y a une variété, j'en ai mis 6 là, mais il y en a évidemment une extrêmement grande variété dans les pulps, dans ces magazines à bas coût, si je veux dire, de l'époque. Et puis il y a évidemment le cinéma moderne. Alors j'ai fait encore un petit panel, mais ils ne sont pas tous, d'êtres curieux. Il y en a qui sont franchement, ils ne sont pas cassés la tête, ils ont juste mis des oreilles pointues. Là, ils sont encore moins cassés la tête, ils ont acheté un slip rouge et un pantalon bleu. Et que d'ailleurs, qui est porté, vous remarquerez, par-dessus le pantalon. C'est quand même la preuve que Superman est un extraterrestre, nous ne l'oublions pas. Lui est un extraterrestre.
Et après, il y a des êtres curieux, toujours pareil, on voit bien qu'aussi une chose, c'est que les films de science-fiction, finalement, ne sont pas très créatifs de ce point de vue-là. Cet être-là, c'est manifestement une repompée du précédent. Je veux dire, celui-là et celui-là, c'est la même chose. Donc, vous allez voir, on va voir en analysant tout à l'heure, ils ne sont pas très créatifs de ce point de vue-là. C'est des humanoïdes et ils ont repompé dans l'iconographie des 40 ans qui précèdent. En général, les 40 ans qui précèdent. Encore une fois, on peut se demander est-ce que c'est possible? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'un Gus comme ça, très fort, il vole? On peut faire toute une analyse sur Superman. Est-ce qu'on peut fixer le cahier des charges d'un être vivant qui aurait les pouvoirs de Superman? Premièrement, donc construire l'être à partir des super-pouvoirs. Et à l'inverse, est-ce qu'un humain aurait les pouvoirs de Superman? Non, évidemment, parce qu'on est là pour le montrer chaque seconde, on n'est pas aussi fort que lui. Lui, il a l'air juste normal, il est intelligent, mais enfin, particulièrement intelligent et malin, mais enfin bon, c'est pas très différent de nous. Il y a des êtres comme ceux-là, qui sont entièrement des invertébrés, et qui pourtant sont des sortes de grosses limaces, mais vraiment des grosses limaces. Et ça pose des questions parce qu'il arrive comme à lever les bras, il ne s'écroule pas sous son propre poids, il se déplace sans trop de difficulté, il a encore des grands yeux et une bouche, mais lui on voit qu'il est méchant, bien qu'il ait des grands yeux. Là on ne voit pas très bien, mais l'être est ici, il a une espèce pas de tentacule, mais de protubérance très longue, une sorte de queue qui s'accroche à la tête, c'est aussi un être censé être d'une grande intelligence, c'est un des conseillers de Jabba. Il y a des êtres comme celui-ci qui sont intéressants parce que lui il vole. Là on voit, il y a le flou qui est ici, c'est le flou des petites ailes minables qui permettent à un être, il doit faire au bas mot une vingtaine de kilogrammes et qui vole sous le fait de toutes petites ailes, donc ça on n'y croit pas du tout. Donc ces êtres-là sont évidemment souvent de la fantaisie, souvent humanoïdes pour qu'on comprenne de quoi il est question et qui n'ont évidemment bien souvent pas de pertinence physiologique ou évolutive. Bon, lui, il a 3 doigts, donc les critères classiques, c'est 3 doigts, 6 jambes ou 4 doigts, pas le même nombre de doigts, ou 6 doigts, enfin pas 5, et pas 4 membres, ou 4 membres en général pour nous autres humains et mammifères. Bon, il y en a qui sont un peu bizarres. Donc, là, il y a des êtres aussi comme ceux-là qu'on ne voit pas très bien, je ne sais pas si c'est très contrasté pour vous, c'est le rancor, un très grand être, un être de très grande taille, plus d'une quinzaine de mètres de haut. Donc ça pose aussi la question, quand on fait des monstres, quand on montre ces espèces de monstres énormes, de la question d'un être, de la taille maximum d'un être sur une planète avec une certaine gravité. Qu'est-ce qui limite? Évidemment, c'est la résistance du squelette finalement, et plus particulièrement, en fait, plus que du squelette, de ces tendons, des structures qui se plient au niveau du squelette, donc les tendons et les articulations. C'est la résistance de ça à la gravité, donc au poids de l'être sur cette planète. Et donc on peut montrer, par exemple, que sur Terre, en ordre de grandeur, les êtres de plus grande taille terrestre devaient pas mesurer plus d'une quarantaine de mètres de haut, ce qui reste compatible avec les plus grands dinosaures terrestres. On peut se poser des questions, voilà, finalement quand on fait ça, on constate que tout ça, bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est très fantaisiste, voire absolument fantaisiste. Néanmoins, quand on voit ces êtres et qu'on se pose des questions sur eux, finalement ça revient à se poser des questions sur les êtres terrestres, sur leur taille maximum, sur pourquoi ils sont comme ci plutôt que comme ça, est-ce qu'on pourrait imaginer des êtres à 6 pattes, pas, des vaches à 6 pattes, par exemple, pourquoi elles ont donc que 4 et pas 6? Est-ce qu'on tient mieux à 4 ou à 6? Vous remarquerez que de ce point de vue-là, 3 pattes suffit, donc les martiens tripodes sont bien. C'est-à-dire, pour être stable, absolument stable, les tabourets à 3 pattes sont beaucoup mieux que les tabourets à 4 pattes, parce que pour fixer un solide dans l'espace, il faut fixer 3 de ses points, et pas 4, parce qu'on a un espace à 3 dimensions. Donc les chaises à 4 pattes, elles sont parfois... quand on trouve une civilisation qui a des chaises à 4 pieds, ça veut dire que c'est une civilisation qui est capable de faire des plans horizontaux régulièrement et bien, parce que sinon, il y a toujours un pied qui sera bancal. Alors que si on trouve une civilisation qui a des pieds à 3, des tabourets à 3 pieds, on se dit, eux, ils devaient se foutre un peu de l'état de surface de leur sol, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire par là. Donc voilà, il y a des contraintes qui s'appliquent aussi aux êtres. Il n'y a pas d'être vivant à 3 pattes, juste 3 pattes sur Terre. Bon, il y en a qui en ont 5 membres, il y a les étoiles de mer qui ont 5 membres, enfin bon, elles sont posées à plat, donc c'est un peu différent. Elles n'ont pas besoin de marcher dessus, elles ne marchent pas sur leurs 5 pattes, si j'ose dire. Donc il y en a 4, il y en a 2. Donc il y a par exemple une symétrie. Et là on se dit, ah ben c'est marrant, du coup il y a une symétrie, il y a souvent une symétrie dans les êtres vivants. Peut-être pas toujours, mais il y a souvent une symétrie, soit un plan vertical, un plan horizontal, puis des fois une symétrie radiale. Bon, alors est-ce que ça c'est quelque chose qui serait une sorte d'universel d'un être vivant extraterrestre qu'on pourrait imaginer, on va en discuter tout à l'heure, qui serait, on trouverait toujours des êtres avec un minimum de symétrie. Alors voilà les extraterrestres. Alors je mets que les couvertures parce qu'il n'y a pas de dessin, des extraterrestres beaucoup plus originaux. Alors on va commencer peut-être par celui-là, c'est pas le plus ancien, c'est celui de la mission gravité, Al Clément. C'est des êtres qui sont sur une planète à très très forte gravité, qui s'appelle les mesclinites, ce espèce de vers centipède avec des tas de pattes, et qui sont dans une planète où la gravité est des centaines de fois supérieure à la gravité terrestre. Il y a une sonde terrestre qui s'écrase là-dessus, et ils veulent sauver les informations, les terriens veulent récupérer l'information qui est dans cette sonde, ils ne peuvent pas eux-mêmes descendre sur la planète, donc les mesclinites, ils vont à leur place, ils vivent dessus, il y a une communication qui s'établit, une mission pour aller chercher
cette sonde sur la planète. Donc là, c'est un être dans une planète à très forte gravité. Hoyle, un astrophysicien anglais, a imaginé un nuage interstellaire pensant, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec un truc avec une tête de jambes, de bras, enfin, qui n'a absolument rien à voir. Log de l'espace de Gregory Benford, c'est un trou noir pensant, donc là c'est carrément... Alors ça démarre... Benford travaille en Amérique, c'est un astrophysicien, et donc il a fait une description du trou noir, de ses manifestations, comment on le découvre, du jargon scientifique, de la vie d'un labo, les premiers chapitres, on y est. Enfin, quand on sait que c'est comme ça la science, on dit c'est bien décrit, c'est normal, il est scientifique. Et Log de l'espace, donc il voit arriver ce trou noir qui est en fait un objet pensant. Il imagine que les phénomènes électromagnétiques au voisinage de ce trou noir lui permettent d'avoir une pensée, qui échange avec les terriens. Ils font des échanges d'informations. C'est évidemment un être qui se déplace dans la galaxie, qui a un grand nombre d'années, un grand nombre d'expériences, qui propose des échanges avec les humains. Et les humains comprennent un peu tard que l'échange d'informations, c'est je vais downloader un cerveau humain pour l'intégrer dans ma base de données. Donc après, ils cherchent évidemment le volontaire pour ça. Et ils ont un peu de mal à le trouver. Et là, le dernier truc, c'est le Dragon's Egg, c'est l'œuf du dragon. Ça se passe sur une étoile à neutrons. Et là, Robert Forward, qui est un scientifique aussi, fait une histoire... qui est pas, autant le log de l'espace, mission gravité est pas mal, le nuage noir est un peu moins, enfin, ça, on voit que c'est un peu ancien. Mais log de l'espace, c'est un livre vraiment sympa à lire. Dragon's Egg, c'est une histoire gentille, mais ça veut aussi être de la science. Forward est un scientifique, il veut expliquer la science des étoiles à neutrons, la physique de la neutron dans les années 80, et il imagine une vie à la surface d'une étoile à neutrons qui n'est pas fondée sur la source d'énergie chimique comme nous, mais sur une source d'énergie nucléaire, et que toutes les échelles de temps sont 1 million de fois plus grandes, 1 million de fois plus courtes plutôt, pour ces êtres vivants-là. Donc ils refont toute l'évolution, depuis les premiers êtres vivants jusqu'à une civilisation technologiquement très avancée avec les moyens de la surface d'une étoile à neutrons, en quelque chose qui pour nous est quelques mois. Donc là, ce sont des êtres bien différents de la science-fiction, disons, cinématographique ou de la science-fiction dessinée. Il y a eu un cas, projet Aurelia et Blue Moon, quand il fait à l'initiative de National Geographic, ce qui avait demandé à des scientifiques, des biologistes, d'imaginer d'abord sur 2 planètes, la planète Aurelia qui est une planète tellurique, donc comme la Terre, en orbite autour d'une naine rouge, donc on va mettre un soleil franchement différent d'une autre, une petite étoile bien moins brillante, et puis Blue Moon, c'est un satellite d'une géante gazeuse, dans un système binaire, 2 étoiles, une géante gazeuse et un satellite de ça. Ceux qui ont vu le film Avatar, vous voyez où ils ont pris le coup, c'est-à-dire ils ont pris ça, Blue Moon, ils l'ont appelé Pandora, ils ont mis Polyphème comme nom, et puis ils ont pris Blue Moon manifestement. Et ils ont essayé d'imaginer des êtres avec un processus évolutif aboutissant à ces êtres, avec une faune, une flore, des prédations, enfin bref, d'imaginer comment pourraient évoluer ces êtres sur cette planète. Il me reste déjà 5 minutes ? Non, je t'ai vu bouger, donc... parce que moi, j'en ai encore... Ah oui, mais j'en ai encore pour plus que 5 minutes. Donc on va accélérer. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait construire un extraterrestre ? Si je suis un producteur de science-fiction, je construis un extraterrestre et je veux... Bon, évidemment, il y aura... Si à la fin il ressemble à un humain, ça sera pas mal pour la compréhension du spectateur, mais malgré tout, si je voulais le construire, est-ce qu'il n'y a pas finalement, dans l'évolution, l'évolution qui procède du hasard pour partie, mais qui procède aussi de la contrainte, c'est une sorte de hasard contraint, et il y a des contraintes qui relèvent de la physique, de la chimie, par exemple de la gravité, par exemple des échanges de chaleur, par exemple des lois de symétrie. Donc j'ai listé un peu ici un certain nombre de contraintes qu'un extraterrestre doit pouvoir évoluer. Je parle même peut-être à l'échelle de la bactérie, il y a peut-être des choses qui seront à rayer. Par exemple, la gravité pour la bactérie n'est pas très importante. En revanche, pour se déplacer, les bactéries, elles ont ou pas d'ailleurs des flagelles, mais enfin elles n'ont pas les mêmes façons de se déplacer, pas les mêmes moyens d'aller de façon dirigée dans un endroit que nous qui sommes macroscopiques et bipèdes. Donc elles sont obligées de se déplacer avec le flot et puis de repérer l'endroit où elles sont, alors que nous, on peut dire le pot est là-bas, je vise le pot et j'y vais. Alors que la bactérie, elle attend de diffuser vers le pot, et quand elle est arrivée au pot, si jamais elle y arrive un jour, elle sait qu'elle est au pot et elle peut se nourrir. Donc, voilà le genre de contraintes qu'on pourrait respecter. Il y a des contraintes de physique, de symétrie. Je vais juste peut-être insister sur celle de symétrie qui me paraît intéressante. Si vous êtes un être qui vous déplacez dans un milieu dense, dans de l'eau par exemple, il est souhaitable d'avoir une symétrie plane, verticale, horizontale. Si vous ne l'avez pas, les mouvements de l'eau sur votre corps asymétriques vont faire qu'il y aura un endroit où la pression sera légèrement plus élevée ou plus faible que l'autre, et vous allez spontanément faire des ronds dans l'eau quand vous allez dépenser l'énergie pour avancer. Et vous tournerez spontanément du côté où la pression est plus faible, et vous ferez spontanément des ronds. Si vous pensez que c'est important de ne pas payer trop d'énergie pour aller tout droit, alors l'être doit avoir une symétrie soit avec un plan vertical, soit un plan horizontal, ce qui est le cas d'à peu près tous les poissons dans l'eau. Les machins qui sont sur le fond, ils font ce qu'ils veulent.
Ben, ils peuvent être à 5 bras comme les poils de mer ou je sais pas quoi, ils font ce qu'ils veulent. Mais si vous êtes dans l'eau, dense, il vaut mieux avoir une symétrie, sinon vous allez spontanément tourner en rond dans l'eau, ce qui n'est pas forcément un choix pour explorer les océans, enfin, ou le milieu dense en question, mettons de l'eau, pour trouver votre nourriture. Donc voilà, ces contraintes de symétrie sont des fois importantes. Je vais juste montrer aussi une chose intéressante qui s'appelle la loi de Kleiber, une loi, disons, pour l'instant empirique, qui montre que la puissance développée par un métabolisme terrestre, soit des petits êtres, soit des êtres ici dont la température est fixée par la température extérieure, donc typiquement ce qu'on appelle les êtres à sang froid, mais il n'y a pas que, et puis les endothermes, nous, les êtres qui ont une température qui est fixée par des processus internes, donc nous. Et on voit que la puissance dépensée ou nécessaire pour le métabolisme de base en fonction de la masse en kilogrammes, toutes ces échelles sont logarithmiques, eh bien ça s'aligne sur des pentes, la même pente en puissance 3/4 de la masse avec des constantes différentes. Alors peut-être, si cette loi a la vertu universelle, que un être extraterrestre que vous créeriez doit respecter d'une façon ou d'une autre ce genre de contrainte, que sa puissance métabolique, l'énergie dont il a besoin varie comme la masse à la puissance 3/4. Ça suppose que ce soit de la chimie. Nous, c'est quand même de la chimie. Tout à l'heure, peut-être des êtres à base de physique nucléaire, comme les Sheila de Dragon's Egg, peut-être existent. On peut rajouter un point marrant qui est Superman. Ça, ce point-là, il est fondé sur les performances de Superman. Et donc, il y a peut-être la ligne des super mecs. Donc, si vous voulez faire, ou des super nanas, si vous voulez faire un super quelque chose, peut-être qu'il faut le mettre sur une ligne qui a la même pente, mais qui a un point au-dessus, qui a une autre. Voilà, son métabolisme procède de processus différents des nôtres. Et du coup, la constante devant la constante de proportionnalité n'est pas la même. Alors, on va passer rapidement, puisqu'il reste moins 3 minutes, pas moins de 3 minutes, mais bien moins 3 minutes. Un exemple de faune qui est dans le film Avatar, qui est quand même un film récent, que dans cette salle, je pense que des gens ont vu, peut-être pas tout le monde. Quand j'ai un public de lycée, en général, c'est 100% de réponses positives pour Avatar. Ils ont créé une faune complète. Et encore une fois, cette faune-là, elle est facile à analyser au regard de la faune terrestre. C'est un assemblage, c'est du copier-coller, couper-copier-coller de la faune, de notre faune terrestre. Avec ici quelque chose qui ressemble à un loup, bien qu'il ait 6 pattes. Derrière, c'est un rhinocéros avec une tête de requin-marteau. On peut discuter d'ailleurs de l'intérêt d'avoir un si grand machin quand on se balade dans une forêt, parce qu'il faut constamment la tête. Alors, du coup, on peut en déduire que comme c'est pas intéressant, ils sont probablement pas dans une forêt, mais peut-être à la lisière d'une forêt, et pas dans la forêt elle-même. Donc, dans le film, on les voit vraiment dans la forêt, ce qui est un peu discutable. 6 pattes, c'est un critère d'exotisme classique, c'est pas utile d'avoir 6 plutôt que 4. C'est un critère d'exotisme classique. Les premiers êtres de Edgar Rice Burroughs, l'auteur de Tarzan, qui avait fait le cycle de Mars, John Carter, qui est un humain qui se retrouve sur Mars, il croise des palanquets d'êtres à 6 pattes. Donc c'est un classique pour être un peu exotique. Bleu aussi, il n'y a pas beaucoup d'êtres bleus sur Terre, macroscopiques. Bon voilà, ça c'est les navis. Alors ça c'est pas un navi, c'est un avatar, donc c'est une sorte de marionnette biologique qui est dirigée par un cerveau humain. Alors on passe sur les détails techniques de ça parce qu'on va s'y perdre. Ça c'est une vraie autochtone. Elle a 4 doigts, on voit pas bien la 4 doigts, lui il a 5 doigts, parce que cet être-là, cette marionnette a été créée par un mélange d'ADN. Donc là il y a l'implicite que ces êtres sur cette autre planète ont un ADN, et que de surcroît on peut le mélanger avec le nôtre pour faire une sorte de marionnette biologique dirigeable par notre cerveau. Donc là, il y a évidemment des questions qui sont totalement non résolues et qui relèvent probablement de la fantaisie complète. Il y a des êtres bioluminescents, ça sur Terre, même des arbres. Sur Terre, on sait faire, ça, il n'y a pas de problème. Il y a des vers luisants, il y a des calamars, il y a même des champignons bioluminescents. Ça, on sait faire. Donc ils ont repris évidemment des êtres terrestres, ils les ont un peu transformés pour que ça marche. Ils ont fait des plantes, ça, ce sont des plantes qui ressemblent exactement à ça. Ça, c'est un ver, c'est pas une plante, c'est un ver sous-marin. Donc on voit très très bien d'où ils ont pris leur inspiration. Ils ont imaginé évidemment des êtres volants. C'est une planète qui a une atmosphère. Il peut y avoir parfaitement des êtres volants. Le vol a été inventé à 3 reprises sur Terre, par 3 catégories différentes, par les ptérosaures. Ça ressemble aux ptérosaures, par les mammifères, genre chauve-souris, et par les oiseaux qui sont les dinosaures, enfin les descendants des dinosaures. Donc il y a des êtres volants, pourquoi pas. Il pourrait y avoir, si extraterrestres, il y a un jour, quelque part, on en découvre quelque part, et qui sont plus que des bactéries, il pourrait y avoir tout à fait des êtres volants. On pourrait discuter, alors là, manifestement, j'ai plus le temps, donc on pourrait s'amuser à discuter, comparer ces êtres-là aux véritables ptérosaures terrestres, dont on voit ici la silhouette du Quetzalcoatlus northropy, très grand être qui fait 10 mètres d'envergure, comparé aux oiseaux modernes les plus grands. Et il y a des squelettes de ça. Regardez comment c'est positionné, c'est des quadrupèdes, ils savent, ces êtres-là étaient quadrupèdes au sol, ils le savent par la biomécanique, ça c'est tout intéressant, toute cette partie biomécanique permet de comprendre comment un être se déplace à partir de ses restes, de fossiles, sa vitesse de déplacement, etc. Voilà comment on le représente au sol, avec finalement l'aile repliée et posée sur ses mains. Ça c'est le doigt, ça c'est le 4e doigt. Je vais vous montrer la petite image qui est là. Voilà les ptérosaures en haut, les mammifères là, les oiseaux là. Ils ont 4 doigts les ptérosaures, ils n'en ont pas 5.
Il y en a un qui a disparu, ça ne marche plus. Ils ont 4 doigts, les chauves-souris, elles en ont 5. Et là, donc, c'est le dernier doigt qui sert de support au patagium, c'est-à-dire cette espèce de grande membrane qui sert à voler. Et c'est posé comme ça. Et regardez dans le film comment c'est posé, c'est exactement ça. C'est un être qui est posé, il a l'aile repliée, il est posé, il est caréné. On parlait tout à l'heure de carénage, regardez, il y a 2 trous ici carénés. Ben, c'est des évents de dauphin, il n'a pas de narine. Donc c'est un être qui respire par des évents. Et donc qui n'a pas besoin de narine. On peut en déduire des tas de choses quand on voit ça, parce que les dauphins, ils ont un trou pour respirer, un trou pour avaler. Donc ils peuvent avaler tout rond, et il ne faut pas qu'ils aient de rhume, parce qu'ils n'ont qu'un trou pour respirer, quoi. Nous, on peut avoir un rhume, on a l'air con, mais on peut avoir un rhume, on peut respirer quand même. On peut avaler, mais il faut réfléchir. Nous, on mâche, on a de la salive, c'est toute une affaire, il faut se concentrer, il ne faut pas parler en même temps, il faut fermer sa bouche. C'est compliqué, il y a toute des conséquences sociales du fait qu'on ait les 2 trous, même enfin. Là, c'est la même chose, là. Alors du coup, on ne peut pas avaler tout rond, c'est pas facile. Alors donc, cet être-là, on en déduit qu'il peut avaler tout rond, qu'il a des petites dents, pas pour mâcher, mais pour attraper, qu'il doit couper ses proies. S'il vous attrape, il vous coupe en 2 morceaux, qu'il avale tout rond. Oui, donc un être comme ça, on peut en dire des choses. Et comment on en dit des choses? Évidemment, en regardant les êtres terrestres, évidemment, parce que ce truc-là, c'est un assemblage. Et la tête, là, ne ressemble pas du tout à la tête d'un ptérosaure. Mais cet être-là est un assemblage d'êtres terrestres. Mais que l'intérêt là, c'est non pas de se poser la question de comment... On peut se poser la question... Qu'est-ce qui va contraindre la forme d'un être extraterrestre par la physique, par des points de physique? Je parle de symétrie, de loi d'échelle, rapport surface-volume dont on a parlé tout à l'heure pour les échanges thermiques par exemple. Mais on peut à l'inverse se dire, ces êtres-là, qu'est-ce qu'ils évoquent dans nos êtres terrestres à nous? C'est où que ça a été copié et collé? D'où je les retrouve? Et est-ce que je peux comprendre cet être uniquement en le regardant? Oui, on peut comprendre des choses. Et je voudrais conclure sur ces diapositives. Il y a des êtres terrestres absolument stupéfiants, qu'on ignore, parce qu'en général, ce n'est pas des moutons, des vaches ou des cochons. Donc il y a ce truc-là, c'est un poisson des abysses, c'est alien, quoi, manifestement. Ça, on dirait une plante, alors que ce n'est pas du tout une plante, hein, c'est un nudibranche, ça s'appelle, mais c'est un être tout à fait... Les plantes sont des êtres vivants, mais là, c'est un animal, enfin, c'est un truc qui on dirait une plante, pas du tout. Cet être-là, les curieux, les yeux sont là et là. D'accord? Il y a la distance entre les yeux est à peu près égale à la longueur du corps. Vous voyez, pour nous, ça serait une bonne vision en relief, quoi. Avec ce truc-là, c'est microscopique, c'est millimétrique, c'est un tardigrade. Alors ça, c'est juste le truc le plus incroyablement résistant. Ça résiste à la dessiccation, ça résiste aux UV, ça résiste au vide. Enfin, c'est un truc incroyable. C'est peut-être le premier être capable de faire un voyage interstellaire, ça sera lui. Parce qu'il va résister à tous ces problèmes qui se posent dans l'espace. Alors que nous, pour y aller, c'est tout de suite très compliqué. Donc il y a la faune terrestre actuelle, qui est en fait d'une richesse incroyable, mais notre méconnaissance, en tout cas la mienne, fait qu'on ignore bien souvent la présence de ces êtres-là. Quand on vous donne, citez-moi 3 animaux, vous allez me dire un cochon, une vache, un chien, et c'est des trucs tout triviaux auxquels vous pensez. Vous n'allez pas penser à citer ce truc de fou ou les tardigrades, quoi. Donc il y a des êtres terrestres encore vivants actuellement qui sont, disons, extraterrestres, entre guillemets, c'est-à-dire ils sont tellement incroyables qu'on se dit « Ah bon, c'est terrestre, ça existe maintenant ?» Oui. Et puis il y a aussi tous ceux qui ont existé. Par exemple, la faune des Diacara, il y a à l'époque du Précambrien, au Précambrien, voilà, là, ce sont des représentations de fossiles d'êtres de ces époques-là, et qui, eux, ça ressemble juste à rien, quoi, pour nous. Enfin, quand je dis ça ressemble à rien, c'est-à-dire, il y a des fois, je ne sais même pas dire où est le haut et le bas. Ça, ce truc-là, à Lucigénia, par exemple, voilà, on sait même, enfin voilà, ça ressemble à rien, quoi, pour nous. Et c'est des êtres terrestres dont on a des fossiles répertoriés, connus, étudiés, hein, donc, sur la Terre. Donc il y a des êtres disparus qui pour nous sont juste extraterrestres. Et en fait c'est après l'élimination cambrienne que l'explosion cambrienne, plutôt que les êtres, disons, qui ont des formes plus compréhensibles à notre échelle, pas à notre échelle, à notre compréhension moderne, sont apparus. Donc il y a des êtres terrestres disparus qui, si on les retrouvait maintenant vivants, on dirait ce truc-là c'est pas possible, quoi, ça n'existe pas. Donc, la biographie, je la laisserai, comme ça vous l'aurez, une petite biographie sympathique. Si on a 10 minutes, j'ai un film marrant, mais je vous donne la pub, on n'a pas 10 minutes. Ah, ils sont stressants. Tu peux le mettre en fond et on pose des questions. Oui, alors si on le met en fond, on va le suivre. Je vous recommande de regarder ce truc-là. Non, c'est sûr qu'on peut pas le regarder, j'ai 10 minutes. Elle fait un vote majoritaire, mais je gagne forcément, parce qu'on va dire « Ouais, on veut voir le film !» Non, c'est un problème de déjeuner après. Bon, après, il y a un problème de déjeuner, c'est la galère. Je vous recommande vivement ce film, il a été fait... Il est hilarant, quoi. Il est absolument hilarant. Voilà. 5 minutes. Bon, je vous mets le début pour faire le teasing et après... Innovaxium, parce que vous ne grandirez jamais autant qu'en innovant.